Bonjour à tous et à toutes. On est ravis de pouvoir échanger avec vous pendant 45 minutes. On va essayer de faire un peu plus court pour qu'il y ait un temps de questions-réponses. Merci beaucoup d'être là et surtout ça va être l'occasion pour vous de remplir le bingo parce qu'on a une dizaine de mots qu'on va répéter une dizaine de fois dans le bingo. Donc voilà, c'est aussi l'occasion. Donc je suis Apolline. Et moi, Clara. Donc, comme Luce l'a dit, on est cofondatrice, on a fondé l'Orem UX Writing, donc l'Orem qui est un studio pour accompagner les équipes design et produits à améliorer les contenus de leur interface. Et aussi, on fait des formations pour faire monter en compétences les équipes design, produits et marketing sur la rédaction UX Writing. Encore une fois, on aurait bien voulu faire un tour de table, mais on n'a pas le temps pour vous connaître un petit peu. Mais merci beaucoup d'être là. On suppose que le sujet vous intéresse et surtout bravo d'avoir résisté au café et aux viennoiseries qui est juste à côté pour venir nous écouter et parler ensemble d'éco-conception. Donc déjà, vous pouvez le cocher sur le bingo. On va juste faire un petit jeu. Histoire de prendre la température, si j'ose dire, avant de parler de réchauffement climatique. Quelque chose de très simple, on va vous poser 3 questions. Et si vous vous sentez concerné par chaque question, vous avez juste à lever la main. OK ? La première question, c'est lever la main si vous pensez que les concepteurs d'expérience ont un rôle à jouer dans la réduction de l'empreinte environnementale du numérique. Ouf, on est au bon endroit, j'ai l'impression que toutes les mains sont levées. Manuel. Ok, rebaissez vos mains. Deuxième question, levez la main si vous pensez que... Ouais. Levez la main si vous pensez que vous avez déjà essayé de faire de l'éco-conception, vous avez voulu en faire, mais entre le backlog, le client pressé ou les on verra plus tard, il y a déjà des mains levées, c'est juste resté une bonne intention. Ah, quand même, on n'est pas les seuls à culpabiliser. Bon. Ça marche. Et dernière question, levez la main si vous pensez que des bonnes pratiques actionnables à votre portée peuvent faire la différence. Ah, chouette. Bon, Okay. On va démarrer alors, parce qu'on a tous envie de faire mieux. Bon, ça tombe bien, on est là pour ça. Donc on va, sans plus tarder, vous présenter le sujet, donc l'UX Writing au service d'une conception numérique plus sobre. L'idée, c'est vraiment de vous partager, c'est vraiment notre but, de vous partager des bonnes pratiques que vous allez pouvoir mettre en place dès lundi au retour dans vos entreprises respectives pour travailler sur vos projets. Donc des bonnes pratiques focus sur un levier qui est sous-estimé, mine de rien, qui est l'UX Writing. Donc on va parler de mots, on va parler de contenu, de microtexte, on va parler de langage. Et aussi, donc, pour éco-concevoir vos interfaces, et aussi utiliser l'IA à bon escient. Et d'ailleurs, on a mis un petit disclaimer, l'IA a été un petit peu utilisée pour concevoir cette présentation, mais la plupart, on va dire 99% de ce qu'on va vous partager sort de nos petites têtes et de nos expériences respectives. On va commencer et je vais mettre un peu les pieds dans le plat. On va surtout cesser de se mentir. Si on continue, si on conçoit les interfaces sans penser à leur impact sur l'environnement, c'est un peu comme si on conduisait sur une autoroute, les yeux bandés. On va droit dans le mur ou, comme le dit Orelsan, on va droit vers le crash. Donc plus les utilisateurs, plus il y a d'interfaces, plus il y a d'écrans sur ces interfaces, plus les utilisateurs l'utilisent, ça contribue forcément à augmenter la pollution environnementale du numérique. Pour étayer mon propos, quelques chiffres issus notamment d'une enquête de l'ADEME sur des chiffres 2022. Le numérique en France, c'est 4,4% de l'empreinte carbone du pays en 2022. Et parmi ces 4,4%, 50% de l'impact carbone du numérique est lié à la fabrication et à l'utilisation des équipements qui servent justement à utiliser les services numériques. Et notamment, 46% aussi sont de cette empreinte carbone est liée au data center, donc vraiment étroitement liée à notre utilisation des services numériques. Et aussi, un dernier chiffre pour la route, 11% de la consommation électrique française est liée au numérique.
Merci Apolline, ça nous met dans l'ambiance. On vous a parlé du café gratuit, si vous voulez y aller, vous pouvez, c'est encore le moment. Tu veux que je prenne... Merci. Non, trêve de plaisanterie. Avec ce constat, on est obligé en tant que tech people de se poser la question de notre responsabilité. En fait, que pouvons-nous faire, mais surtout, que devons-nous faire? Donc, quand on conçoit... Pardon. Qu'est-ce que je voulais dire? On a des questions. Voilà, quand on est en charge en fait, de concevoir des expériences qui sont utilisées par des milliers en effet, d'utilisateurs et d'utilisatrices, on doit être conscient de ça et se poser plusieurs questions en fait. Est-ce qu'on veut contribuer à réduire la consommation en effet d'énergie et l'empreinte carbone? Ou est-ce qu'on veut en fait contribuer à la dégradation de l'environnement? Et nos choix au quotidien, en conception, ont un impact directement sur l'un ou l'autre. Donc ça peut sembler un peu binaire, mais la réalité aujourd'hui, c'est quand même celle-ci. Donc, en gros, on peut aussi se poser la question autrement et se dire que soit il s'agit de continuer à multiplier les écrans dans les parcours, les notifications qu'on envoie par email ou par push notification, par exemple, ou générer aussi toujours plus de contenu, ça me perturbe un peu, pardon, ou on peut dire qu'il s'agit plutôt de commencer à concevoir des expériences qui encouragent les utilisateurs et les utilisatrices à plutôt utiliser les interfaces en allant à l'essentiel et encourager du coup des pratiques plus sobres. Donc si on fait un petit point définition sur le numérique durable, juste un rappel, le numérique durable, c'est la conception et l'usage des technologies numériques de façon consciente et éthique pour minimiser leur impact environnemental. Donc en préparant ce talk, cette conférence, on s'est demandé est-ce que c'est vraiment possible de concevoir de manière durable et surtout pour le sujet qui nous intéresse, est-ce que finalement l'UX Writing a un rôle à jouer dans les conceptions, dans la conception de nos interfaces de manière durable? Donc, en effet, c'est tout à fait possible. Pour ça, il faut d'abord comprendre les 3 enjeux de l'UX durable. Le premier étant du coup aujourd'hui de réduire l'empreinte carbone des interfaces. Et ça, c'est à la fois en termes de conception et d'utilisation. Le deuxième, c'est comment on crée des expériences avec un impact plus positif. Donc, au-delà de rendre les interfaces moins nuisibles, comment on les rend vraiment utiles. Et voilà, et en fait, on fait passer des grands messages aussi à travers les interfaces pour changer le monde, disons ça comme ça. Et le troisième enjeu, c'est de repenser nos modes de travail, notamment avec l'arrivée de l'IA, évidemment, pour des process un peu plus clean, moins consommateurs, moins gourmands en énergie. Et ça, c'est quelque chose qui est souvent un peu délaissé aujourd'hui. C'est un peu la partie submergée de l'iceberg. Donc ça, voilà, pour rappeler ces enjeux-là, d'abord, c'est très important. Et pour ça, donc tu me posais la question, l'UX Writing a 2 leviers aujourd'hui actionnables. Donc le premier, c'est de mettre en place des pratiques qui sont toujours plus durables, donc vraiment des pratiques du UX Writing. Donc vous connaissez sûrement ce qui existe aujourd'hui. On va vous montrer comment aller plus loin pour être encore une fois toujours plus éco-responsable dans la conception et l'utilisation. Et le deuxième levier, c'est le process. Donc je viens d'en parler. Voilà. Finalement, ce qu'on s'est dit aussi, c'est que l'UX Writing, faire de l'UX Writing et accorder de l'importance, c'est déjà de l'éco-conception. La sobriété, elle est au cœur déjà de l'UX Writing. On n'a pas attendu l'éco-conception pour éviter la surcharge numérique. C'est déjà notre manière de penser, notamment grâce à la structuration des contenus, en choisissant les bons mots, aussi en créant du contenu réutilisable. Donc on viendra sur ces pratiques-là. C'est vraiment le moins mais mieux. La sobriété, c'est dans notre ADN. Voilà. Donc il y a, juste pour reposer un peu les bases de l'UX Writing, il y a vraiment, on va dire, 3 piliers fondamentaux. Donc, déjà, le premier, c'est structurer efficacement le contenu pour justement limiter les écrans, limiter les hésitations, anticiper aussi les erreurs, limiter les actions qui sont superflues. Et du coup, ça va vraiment limiter les interactions pour moins d'énergie consommée. Le deuxième pilier, c'est de rédiger dans un langage qui est clair, donc un langage qui parle aux utilisateurs, qu'utilisent les utilisateurs pour qu'ils comprennent quoi faire, que faire, comment le faire, où aller.
Et le troisième pilier, donc un cran plus loin que juste de l'UX Writing pur, c'est de créer du contenu qui soit réutilisable, donc c'est-à-dire plutôt grâce à la systématisation du contenu, comment on fait en sorte de partir de l'existant, de ne pas tout recréer pour gagner en productivité et en efficacité. Et finalement, donc ça, on a parlé du UX Writing, mais on pense qu'on peut aller encore plus loin. Et si on faisait de l'UX Writing éco-responsable ou du Green UX Writing pour les plus anglophones d'entre nous? Alors le Green UX Writing, c'est un concept qui existe déjà. On n'invente rien de nouveau ici. En revanche, on a essayé de donner une définition claire avec nos propres mots. Et Sylvain, il va me faire des grands signes encore, mais je vais lire volontairement la définition. Donc c'est une approche, le Green UX Writing, de rédaction de contenu UX qui vise à réduire l'impact environnemental des produits numériques en encourageant un usage raisonné des interfaces. À travers la limitation volontaire du nombre de contenus d'écran, donc encore une fois, encore plus que ce qu'on fait déjà quand on fait de l'UX Writing, en simplifiant, on va dire, au maximum les parcours. Donc pareil, encore une fois, c'est quelque chose qu'on fait en UX Writing, mais là, il y aura une conscientisation vraiment supérieure, volontaire, quand on est dans un mindset du UX Writing green. Et aussi, du coup, à travers la sensibilisation, dont on a un peu parlé déjà, à travers les messages qu'on peut donner dans l'interface des utilisateurs et des utilisatrices à des pratiques de consommation plus durables. Et aussi, encore une fois, c'est une pratique qui cherche à minimiser l'impact et la mobilisation des ressources pour la production de l'affichage des contenus textuels. Donc ça, on a essayé de caser 2 semaines de vacances dans un bagage cabine. On y est arrivé, mais c'est pas très digeste. Donc en fait, comme c'est très académique comme définition et un peu long, on a essayé de trouver une façon de simplifier ce message-là et d'apporter une vision aussi un peu plus mémorable. Donc on vous présente, vous connaissez peut-être, pardon, le principe ou les principes UCC, utile, clair, concis. Si vous ne connaissez pas, ce n'est pas grave, on peut en parler à la pause déjeuner, je vous expliquera ça. On voudrait vous présenter du coup cette nouvelle grille complémentaire qu'on a appelée les 6E. Et en fait, c'est comment passer de good UX Writing, donc déjà quand on maîtrise les techniques et qu'en plus on essaye d'apporter une touche donc agréable, du delight dans l'application, grâce aux mots, au message et à une expérience bien pensée, à UX Writing that does good. Et pour ça, on a essayé donc de trouver des mots qui sont faciles, dont on peut se souvenir facilement. Donc, good UX Writing, ce sera easy, enjoyable et engaging, facile. Et ensuite, elementary, efficient et educational. Donc, on va décrire ça juste après. Donc finalement, il ne s'agit pas seulement de bien faire de l'UX Writing, mais c'est vraiment de faire le bien grâce à l'UX Writing. Voilà, exactement. C'était pour le dire en français aussi. Je vais me concentrer sur on va dire les 3 E du Green UX Writing. Pour une UX Writing, du coup, à la fois minimaliste et militante. On féminise le UX Writing parce que c'est la rédaction UX, si jamais vous vous posez cette question. Donc, elementary, ça veut dire moins mais mieux. C'est vraiment, on retourne au basique et on va à l'essentiel. On a des interfaces qui sont naturellement allégées. Encore une fois, on fait cet effort-là. Et du coup, qui vont, encore une fois, être moins consommatrices en énergie, forcément. On va essayer d'optimiser au maximum les interactions. Donc, tout à l'heure, je vous demandais si, en fait, vous vouliez continuer à générer toujours plus de notifications. Là, en fait, ça y répond. C'est qu'en fait, vraiment, la partie elementary, elle va essayer de se demander quelle notification, quel message est vraiment essentiel à l'expérience. Et évidemment, on évite les dark patterns. Ça, c'est pareil, c'est la base, mais en fait, c'est pareil, ça va être très énergivore parce que ça va faire forcément ça va faire que l'utilisateur ou l'utilisatrice va passer plus de temps sur l'interface. Efficient, donc on va droit au but. C'est pas trop ce que je suis en train de faire maintenant, mais vous saisissez l'idée. Et donc tout ça peut contribuer à réduire l'empreinte. Enfin, pour que toutes ces bonnes intentions, elles prennent tout leur sens, il faut ajouter une dernière dimension qui est l'écriture engagée, parce que oui, le UX Writing, du coup, ça devient un acte militant, ou en tout cas, on se revendique maintenant comme ça, en plus, même si, comme on l'a dit, on va dire par essence, c'est déjà un peu de l'éco-conception. Et du coup, là, l'écriture engagée, elle vient encore une fois passer des messages. C'est un grand levier d'influence qui est discret, mais très puissant, parce qu'en fait, on délivre des messages tout au long de l'expérience.
Donc finalement, quand on écoute Clara exposer notamment les 2 premiers E, l'UX Writing minimaliste, ça fait un peu le parallèle avec justement les 3 R de la consommation responsable, donc réduire, réutiliser et recycler. Et on va passer tout de suite aux bonnes pratiques, justement en explorant ces différents piliers adaptés à l'UX Writing. Donc le premier pilier, comment on réduit ? On a pensé à 5 bonnes pratiques notamment. Déjà, la première qui semble vraiment prioritaire, qui semble la plus évidente, c'est penser le contenu avant le contenant. On aime bien parler d'approche content first, d'insister là-dessus et de se dire il faut vraiment réussir à penser les informations, ce qu'on va dire aux utilisateurs, utilisatrices, avant d'aller sur les aspects visuels, avant d'aller sur les wireframes et les maquettes et les prototypes. Donc vraiment penser le contenu avant le contenant pour, comme ça, vous savez ce que vous voulez dire, vous savez quelles actions vous allez demander aux utilisateurs de faire, quelles sont celles qui sont essentielles, celles qui ne sont pas utiles, celles qui sont complémentaires aussi et pourtant utiles pour justement avoir des chemins, des scénarios possibles de l'utilisateur dans votre parcours. Vous allez aussi contribuer à limiter les notifications au strict nécessaire, donc tout ce qui est notification in-app, email transactionnel ou aussi encore push notification. La deuxième bonne pratique, c'est prioriser les informations. Savoir quelles informations vous allez dire en premier dans le parcours, mais aussi dans les écrans et les pages. Vraiment aller du plus important au moins important, donc un peu comme un système d'entonnoir, et de de réussir à définir, d'équilibrer qu'est-ce qui est le plus important de dire à l'utilisateur pour faciliter sa navigation dans un parcours et aussi dans un écran. Donc hiérarchiser aussi, surtout avec des titres et des sous-titres, on peut déjà en un coup d'œil savoir ce qu'on va pouvoir faire dans le parcours. La troisième bonne pratique, c'est de choisir forcément les bons mots au bon moment. Quels sont les mots qui vont faciliter la compréhension de l'utilisateur sur ce qu'il doit faire, sur ce qu'il peut faire, sur là où il peut trouver les réponses à ses questions. Et vraiment, encore une fois, prioriser le langage utilisateur. Le jargon, c'est toujours OK tant que les utilisateurs le comprennent. Et en tout cas, aussi prioriser la clarté forcément à la technicité. La quatrième bonne pratique sur la réduction, c'est faire preuve de concision. Une astuce ultra efficace, c'est de concevoir d'abord en mobile. Pas en desktop, mais vraiment du mobile. Vous serez obligé de faire ultra concis. Aussi, je vous invite, comme moi je devrais le faire là, à relire vos phrases à voix haute pour reprendre votre respiration. C'est vraiment un super indicateur pour savoir si vos phrases soient claires ou est-ce qu'elles sont un peu alambiquées, la tournure est complexe. Donc vraiment, n'hésitez pas à relire à voix haute. Structurez aussi en liste à puces, et pour vous mettre la puce à l'oreille, si j'ose dire, n'hésitez pas à vous demander, ok, je dois énumérer plus de 3 choses, c'est que ça fera forcément une liste. Et la dernière bonne pratique sur la réduction, privilégier des formats qui sont légers. On va prioriser plutôt des illustrations statiques, du texte et surtout ne jamais mettre du texte important, une information importante dans des images. Le deuxième pilier, c'est réutiliser. Donc après réduire, réutiliser, là l'idée c'est vraiment de capitaliser sur l'existant. On ne va pas réinventer la roue. Si vous avez déjà des contenus, des composants, des modèles qui marchent dans un certain contexte, n'hésitez pas à les réutiliser dans des contextes similaires, même si la pertinence elle sera toujours prioritaire à la cohérence. Le deuxième point sur la réutilisation, c'est de systématiser le contenu. Donc là, on reviendra là-dessus parce qu'on veut vraiment insister sur ça, c'est de créer des process, de créer de l'organisation. Donc, à vos design systems, enrichissez-les avec des guidelines rédactionnels pour les composants et les patterns. Donc, c'est ce qu'on appelle un content design system. Aussi, tout ce qui est guidelines rédactionnels liés au tone of voice ou d'autres types qui pourraient vous aider pour justement favoriser la productivité et l'efficacité. Et le troisième pilier de nos 3 R, donc après réduire, réutiliser et recycler, c'est d'optimiser vos processus de travail pour réduire les itérations inutiles, de mettre à jour le contenu existant plutôt que de tout recréer, de privilégier aussi, ça c'est important, ça fait partie aussi de l'acte militant, de privilégier des outils locaux si possible, ou en tout cas des outils, des produits qui ont à cœur de favoriser une démarche éco-responsable. Et enfin, la dernière chose sur recycler,
c'est automatiser les tâches répétitives pour vous concentrer sur votre cœur de métier, sur là où vous avez vraiment le plus de valeur à apporter, et bien sûr tout en évitant les excès. Oups, je suis allée trop loin. Du coup, et j'ai une zapette différente. Donc ça, c'était le volet UX Writing minimaliste, et on va refaire, au risque de se répéter, un petit tour sur l'UX Writing militante, juste pour réinsister sur le fait que vraiment c'est un levier discret mais puissant d'influence pour, encore une fois, encourager des pratiques éco-responsables, et aussi juste pour sensibiliser sur l'impact que chacun individuellement on a sur l'environnement quand on utilise une interface. Donc en fait, on pourrait y glisser des suggestions sobres du type télécharger le PDF plutôt que l'imprimer, ou alors passer en dark mode, plutôt utiliser le dark mode plutôt que le light mode, etc. Du coup, on pourrait informer sur ces impacts-là, comme je viens de le dire juste avant, et on a plein d'exemples. Donc pareil, là, on n'a pas le temps de s'épancher trop, mais on peut en parler aussi si vous avez des idées. Finalement, donc on a parlé du UX Writing avec les principes très simples, utiles, clairs, concis, simples, engageants. Et avec le Green UX Writing ou UX Writing responsable, on va vraiment un cran au-dessus pour favoriser l'éco-conception, pour faire moins de bruit, mais aussi plus d'impact pour les utilisateurs, mais aussi pour les équipes et forcément pour l'environnement. Donc, mine de rien, on avait fait tout ça, on a fait tout ce travail, et finalement, patatras, il y a l'intelligence artificielle qui est arrivée pour un peu rebattre, mine de rien, les cartes. Si on refait un petit peu la genèse, la multiplicité des interfaces, le fait qu'il y ait beaucoup d'écrans, beaucoup de pages sur les sites, sur les applications, etc., ça a généré vraiment beaucoup de contenu. Et d'ailleurs, c'est l'une des raisons aussi, je milite pour ça, désolée Clara, mais c'est l'une des raisons aussi pour ça que le UX Writing est apparu, pour justement essayer de faire en sorte qu'il y ait un peu moins de contenu, qui soit plus utile, encore une fois, et vraiment structurer les choses. Donc là, on est arrivé assez naturellement sur le côté vraiment documentation, systématisation du contenu. Et puis on fait tout ça, l'IA arrive et génère encore un bon paquet de contenu. Et là, l'idée, c'est que vous présentez juste après quelques bonnes pratiques, justement pour faire en sorte d'utiliser l'IA à bon escient. Mais on a deux questions pour vous remettre en mouvement. Déjà, question assez facile, donc levez la main si vous avez déjà utilisé l'IA pour écrire, pour concevoir du contenu écrit dans vos interfaces. Ok. Super. Et deuxième question, qui a préféré choisir sa propre solution que celle de l'IA? Ah ouais, c'est ce qu'on imaginait. Merci beaucoup de confirmer. Mais il y en a quand même beaucoup qui ont choisi l'IA. Oui, bien sûr, mais parce que parfois, c'est un super outil. Mais est-ce que tu avais terminé? Non, c'est tout, voilà. Donc en effet, ça nous arrange un peu votre réponse, parce qu'en fait, on se demande si vous connaissez le paradoxe du choix. Peut-être que certains d'entre vous sont familiers. En 2000, il y a un psychologue qui s'appelle Barry Schwartz, qui a démocratisé une idée un peu contre-intuitive, qui est la suivante, c'est qu'au-delà d'un certain seuil, trop de choix, en fait, nous paralyse complètement. Et récemment, j'entendais dans un podcast un designer qui donnait des bonnes pratiques pour utiliser l'IA et faire de l'UX Writing, et qui disait je vous conseille de générer 10 à 20 solutions et puis de faire un choix. Et en fait, instinctivement, alors bon, c'est mon métier, mais je me suis dit, je ne sais pas, oui, ça me semble très séduisant d'un coup comme ça, mais en fait, comment je fais un choix parmi ces solutions? 10, c'est déjà énorme, et je pense que peut-être que ça vous parle. On se demande vite fait, on se sent dépassé, et on se demande qu'est-ce que j'en fais, comment je choisis, quelle est la meilleure, est-ce que j'en ai pas besoin de plus? Enfin, tout de suite, on a plein de questions, donc c'est assez paralysant. Et en fait, on se rend compte que soit on délaisse, donc vous venez de lever la main, donc c'est sûrement déjà arrivé, que ce soit avec des contenus ou peut-être même d'autres choses dans votre métier. Là, on se rend compte qu'on génère énormément de choses de manière complètement inutile, puisqu'on ne les utilise pas. Il y a beaucoup de superflu aussi, parfois on surproduit, parce qu'en fait, on a un peu, ça c'est un autre sujet, c'est la peur du vide, du coup, ça crée une dette éditoriale qui s'accumule un peu plus chaque jour. Parce que là, on parle déjà de
toutes nos personnes réunies, c'est déjà énormément, mais là, il faut penser à des milliers, des millions d'équipes de personnes qui font ça tous les jours. Donc l'impact, il devient significatif. Et ça, c'est le vrai danger. Et finalement, question peut-être naïve, mais est-ce qu'il faut arrêter d'utiliser l'IA ? Ah non, évidemment non. On aurait l'impression de passer du Shinkansen à la locomotive à vapeur, et c'est pas le but. En plus, l'IA est là, c'est un super outil, ça va rester. Donc il faut juste se demander aujourd'hui comment on l'utilise. Notamment, nous, on va vous dire comment l'utiliser en UX Writing. Alors, on ne va pas tout vous dire parce que ce n'est pas une conférence sur l'IA et l'UX Writing, mais on va vous donner des idées et surtout des choses à éviter parce que on veut vous expliquer justement, en fait, encore une fois, mettre en avant l'impact dans les process aussi, et du coup, comment on est un peu plus raisonnable, on est plus responsable quand on utilise l'IA pour faire de l'UX Writing. Donc, on vous a mis les phases de... Je ne sais pas si je peux utiliser... Ah non, je n'ai pas sur celle-ci. Les phases de travail. Donc, en recherche, on vous conseille de l'utiliser principalement pour synthétiser des connaissances que vous avez récupérées, glanées ici et là, pour gagner du temps et éviter de systématiquement réinventer l'existant. Donc là, l'aspect, en effet, la prise de conscience, elle vient sur... on synthétise ce qu'on a quand on l'a, parce que c'est très très rapide. Donc en effet, avant, on avait tendance à plutôt mettre, je ne sais pas, des vidéos ou des notes d'entretien utilisateur, par exemple, dans un coin. Et puis en effet, c'était tellement impossible à relire que quand on démarre un nouveau projet, on a tendance à se dire c'est plus simple finalement si on refait des interviews ou, enfin bref, en gros, on refait, on régénère, on connaît la boucle un peu interminable. Donc c'est sûr qu'avec l'IA, on peut synthétiser soit déjà, en fait c'est automatique si on enregistre par exemple une interview, et du coup l'idée c'est plus de prendre le geste, d'aller classer ça quelque part et de le mettre à disposition de quelqu'un. Donc en UX Writing, on utilise énormément les notes de recherche pour étudier le langage, les messages, les doutes, enfin toutes ces choses-là. Et du coup, l'IA est une très bonne pratique, enfin un très bon outil à utiliser pour ça et aller rechercher aussi peut-être des informations dans des notes qu'on donnerait avec une requête très précise. Donc on évite aussi de multiplier les tests et les outils. On évite aussi de multiplier les outils pour éviter, encore une fois, de surconsommer, parce que tout ça, c'est très énergivore. En phase d'idéation, on a tendance aujourd'hui à utiliser l'IA pour générer des contenus un peu from scratch, sans idée très précise, ou avec un brief un peu... justement, sur lequel on itère aussi, parce qu'en fait, on donne un brief, on a une réponse, on se dit « Ah non, c'est pas tout à fait ça, on a juste le brief, etc. etc. » Bon, ça, je vais pas vous faire un dessin, vous voyez bien l'idée avec tout ce qu'on s'est déjà dit, c'est hyper énergivore. Donc nous, on vous conseille plutôt, en fait, de vous aider, d'utiliser l'IA pas comme un générateur automatique de contenu, mais plutôt comme un assistant d'exploration pour vous aider principalement, sur la base d'un cas d'usage, à dégager des informations. Donc vous pouvez dire, voilà mon cas, est-ce que tu peux m'aider à identifier les informations essentielles, facultatives, nice to have peut-être, je ne sais pas, pour m'aider à construire mon message. Et vous construisez votre message, et une fois que vous êtes sûr de ce que vous voulez dire, parce que vous avez toutes ces choses-là, en fait, vous envoyez votre petit agent IA ou votre prompt hyper ciblé qui contient vos guidelines éditoriales, et boum, message. Et on évite d'itérer, et encore une fois, d'être un peu dans l'indécision et je ne sais pas trop si c'est une bonne solution. Côté production, du coup, on utilise les prompts ciblés. Donc, comme on vous disait avant, c'est bien d'avoir tous les outils déjà développés pour les intégrer aux outils d'intelligence artificielle. Ou je ne sais pas ce que vous utilisez comme stack, mais en tout cas, d'essayer que tout ça soit juste très précis et bien rodé. Pour, encore une fois, éviter la surgénération et surtout utiliser l'IA pour vous aider à vérifier votre solution et sa qualité. Donc, en fait, vous connaissez, quand vous avez vos points de contrôle, vous les donnez à l'IA et vous lui dites « Hop, est-ce que tu peux me vérifier tout ça? Est-ce que c'est accessible? Est-ce que c'est inclusif? Est-ce que c'est en ligne, aligné avec le tone of voice? Est-ce que c'est ci, ça, ça ?» Et en fait, ça part d'un coup, au lieu aussi, par exemple, de juste demander « Tiens, est-ce que tu peux rendre ma phrase plus accessible ?» Et puis après, « Tiens, est-ce que tu peux rendre ma phrase plus inclusive ?» Si déjà, c'est utilisé comme ça. Et en localisation, c'est pareil, ça permet au lieu juste de traduire si tout est bien orchestré avec un agent IA, en général, vous pouvez localiser de manière beaucoup plus précise et adaptée culturellement que juste faire de la traduction avec des outils qui, généralement, ne créent pas une bonne expérience.
Donc, notre conseil, c'est forcément de rester aux commandes. Avant tout prompt ou toute requête, vraiment posez-vous au maximum ces questions-là. Est-ce que c'est vraiment nécessaire d'utiliser l'IA dans votre projet, dans ce contexte-là? Est-ce que c'est utile? Est-ce que ça apporte quelque chose aux utilisateurs et utilisatrices? Est-ce que c'est quelque chose que vous êtes en train de faire qui est nouveau ou vous avez déjà un existant que vous pouvez réutiliser ou adapter? Est-ce que c'est cohérent avec le système que vous avez pu mettre en place? Est-ce que vous pouvez aussi le faire mieux et en moins de mots? Et la question peut-être la plus importante, c'est vous interroger, est-ce que vous avez juste la flemme de confier cette action-là à l'IA? Si oui, c'est que potentiellement vous allez devoir réfléchir un peu plus que ce que vous aviez pensé. Vraiment, posez-vous la question si c'est juste en fait une question de flemme. Mais c'est l'inverse, est-ce que j'ai la flemme de le faire et je la donne à l'IA? Non. Je sais pas. Et ça, on en a déjà parlé, quels outils mettre en place. Donc vraiment, l'idée, c'est d'avoir une certaine maturité organisationnelle, de mettre en place pas mal de process, pas mal d'outils, comme par exemple un style guide pour refléter le tone of voice de la marque dans vos interfaces, sur les différents canaux, un glossaire aussi de mots, mais pas juste une liste de mots avec leur simple définition, c'est comment ces mots s'articulent avec d'autres mots dans certains contextes, dans certaines fonctionnalités, dans certaines pages. Aussi, pour aller plus loin, encore une fois, on en a parlé, mais le design system, de créer un content design system, donc des guidelines rédactionnels pour des patterns, pour des composants, pour gagner encore une fois en rapidité d'exécution et aussi éviter les débats qui peuvent être interminables. Forcément une librairie de prompts utile, pas juste un prompt qui a été utilisé une seule fois, mais des prompts qui pourraient être réutilisés. Les points de contrôle, ça on insiste là-dessus, mais il y a une checklist de points de contrôle. Est-ce que votre contenu il est clair? Pourquoi c'est un contenu qui est clair? Est-ce que votre contenu il est lisible, il est accessible, il est inclusif? Vraiment une checklist que vous ayez toujours à portée de main. Et enfin, dernier point, créer un système d'historique de contenu comme une base de données de contenu. Ça peut être par exemple un outil de localisation qui a vraiment l'historique de tous les contenus que vous avez créés, ou alors un CMS ou tout autre outil que vous pourriez utiliser déjà en interne. Donc finalement, on arrive à la fin pour wrap up en tout cas sur la partie intelligence artificielle. Vraiment, l'IA, ça doit être un assistant, ça ne doit pas être l'inverse et ça ne doit pas non plus être une usine pour générer, créer du contenu. Une IA bien utilisée, ça va permettre de générer moins de répétitions, moins d'écrans, moins d'erreurs et avoir forcément plus d'impact sur les utilisateurs, les équipes et forcément sur l'environnement. Donc en résumé, comment pratiquer l'UX Writing de manière éco-responsable? Donc comme on vous l'a dit au début, déjà faire de l'UX Writing, c'est un premier geste éco-responsable parce qu'on produit déjà des interfaces, on conçoit des interfaces avec intention sur la quantité de contenu et les messages qu'on porte. Donc de base, c'est assez quand même porté vers l'éco-conception. Ensuite, comment on passe du bon UX Writing, de la bonne UX Writing, à l'UX Writing qui fait du bien à la planète, mais aussi du coup, aux utilisateurs et aux utilisatrices, parce qu'il y a aussi une question d'éthique, évidemment, de ne pas utiliser de dark patterns, de délivrer des bonnes pratiques, c'est aussi, ça fait du bien aux utilisateurs et aux utilisatrices. Donc on a des principes, comme on vous les a précédemment expliqués, avec les 6 E. On a des actions, réduire, réutiliser, recycler et éduquer. Donc ça, c'est toute la boîte à outils qu'on vous a décrite dans la conférence. Et on voulait juste vous dire qu'en effet, l'IA, évidemment, c'est pas un outil qu'il ne faut pas arrêter d'utiliser l'IA. On ne peut pas, de toute façon, parce qu'on ne va pas repasser à la locomotive à vapeur. Et c'est très utile. C'est juste qu'il faut cadrer l'usage. Ça devient impératif pour aller vers plus de sobriété. Je ne l'ai pas dit, c'est quelque chose que je voulais dire, donc excuse-moi, je conclue avec ça. La sobriété, ce n'est pas juste un style ou une contrainte. En fait, c'est une façon de penser avec intention. C'est hyper important de prendre conscience de ça aujourd'hui. On n'est pas là pour... on ne voulait pas faire une conférence, en fait, culpabilisante et vous dire, voilà, il faut tout arrêter, on fait tout mal. C'est juste on arrive à un point, et ça vous le savez, où il faut qu'on prenne conscience, il faut qu'on arrête, il faut qu'on débande les yeux et qu'on se dise comment on fait mieux pour l'avenir, pour la planète, mais aussi, encore une fois, pour concevoir des interfaces qui ont du sens.
Donc la sobriété, c'est un levier de transformation, je pense, aujourd'hui, et c'est notre responsabilité en tant que tech people. Eh bien, parfait. À vos process. À vos process, ouais, et merci beaucoup. Donc, est-ce qu'il y a des questions ? Bonjour. Bonjour. Merci pour la conférence. Par contre, j'ai un peu l'impression qu'on est passé à côté du sujet parce qu'en fait, on parle d'éco-conception, mais il y a toute une partie qui parle d'utiliser l'IA, alors que tout le monde est à peu près d'accord pour dire que l'IA, c'est la pire chose en écologie qui vienne d'être créée et que justement, on s'en sert sans être vraiment conscient de ce que ça implique niveau écologique. Et du coup, est-ce que concrètement, sur le côté éco-conception dans l'UX Writing, il n'y aurait pas des exemples un peu plus concrets sur qu'est-ce que ça signifie voilà, d'avoir du contenu qui est par rapport aux 3 nouveaux E, sur le côté voilà, educational, etc. Qu'est-ce que ça veut dire en vrai ? Parce que bon, là, j'ai l'impression qu'il me manque quelques clés de compréhension sur ces mots qui finalement veulent tout et rien dire. J'ai un peu de mal à comprendre précisément. Je ne sais pas si vous avez un exemple, par exemple, d'un texte qui pourrait être du coup retransformé sur ces 3 nouveaux E, entre guillemets. Voilà. Moi, j'irais être moins diplomate. Non, c'est juste, j'ai l'impression, alors c'est une très bonne question, mais j'ai l'impression qu'il y a plusieurs points dans la question. Il y a plusieurs questions. Il y a la question de l'IA et de pourquoi on suggère quand même d'utiliser l'IA en éco-conception. Et c'est ce qu'on dit, c'est qu'en fait, on alerte le but de la conférence, c'est plutôt d'alerter sur l'usage intensif de l'IA aujourd'hui pour générer des contenus, notamment parce qu'en effet, encore une fois, avant l'arrivée de l'IA générative et la démocratisation surtout des outils d'IA, on va dire, on commençait à faire appel à des UX writers pour déjà, en effet, alléger les interfaces, revoir les contenus, processiser, streamline en fait. Pardon, j'ai pas le mot en français. Et en fait, c'est un peu la courbe qu'on a, enfin pas la courbe, la ligne qu'on a montrée tout à l'heure où on disait il y avait beaucoup de contenu généré un peu n'importe comment. On a créé en UX Writing et en design de la documentation, des process pour essayer justement de cadrer tout ça. L'IA générative est arrivée et là, ça redevient n'importe quoi et en fait, on oublie un peu toute la base. Donc du coup, nous, on voulait juste vous donner des billes quand même sur comment faire, enfin, ne pas, encore une fois, éveiller les consciences. C'est des billes, c'est une conférence assez courte, donc on voulait couvrir plein de sujets. L'idée étant de dire que c'est quand même très difficile d'arrêter d'utiliser l'IA, notamment quand on est dans une entreprise où en fait le management nous dit maintenant on va tous utiliser l'IA et il faut que vous travaillez avec l'IA. Donc on essaye d'être réaliste. Évidemment, on aimerait dire on arrête tout et puis on reprend du papier et des stylos, mais c'est impossible. Donc comment on fait ? On cadre l'usage et on est conscient de tout ce qu'on génère. Et du coup, on évite de le faire. Et donc, ça, c'est la partie process. Donc, je pense que ça répond quand même un petit peu à la première question, mais on pourra aussi en discuter peut-être plus largement, où il y a peut-être d'autres questions qui viendront compléter ça si on n'a pas été précise. Et sur la deuxième partie, en effet, les exemples, pareil, désolé, on n'a pas trop eu le temps de s'épancher, mais concrètement, sur les bonnes pratiques, ce qu'on disait sur élémentaire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense qu'on va encore un peu trop sur des contenus, sur les interfaces dont on n'a pas vraiment besoin et qui ne rendent pas service ni à l'expérience, ni du coup à la planète de manière générale, parce qu'il y a trop de contenu, du coup il y a trop de consommation d'interfaces. Et en fait, là, c'est une généralité parce qu'on peut donner des exemples très précis, mais c'est plus pour que chacun, vous puissiez avoir une idée de... Enfin, j'imagine que chacun, vous avez un cas précis par rapport à votre produit, par exemple, l'interface sur laquelle vous travaillez. Il y a peut-être des moments où quand vous concevez des interfaces, vous vous dites on va rajouter ça, on a parlé au marketing, on va rajouter ça. En fait, ça, c'est pas éco-concevoir. Quand on éco-conçoit, elementary, ça veut dire c'est le basique. On fait en fait l'interface la plus sobre, la plus fluide, et c'est ça le premier E.
Le second E, efficient, c'est qu'en fait, pareil, la bonne pratique, c'est d'éviter tout ce qui est action inutile, parcours à rallonge. Et pourquoi l'UX Writing a un rôle à jouer là-dedans, c'est qu'en fait, l'UX Writing peut travailler sur l'organisation du parcours et se dire, tiens, là, on avait décidé de faire 3 écrans. Comment on fait tout rentrer dans un écran et comment on évite de rajouter du coup des clics ici et là qui ne sont pas utiles. Ça, c'est efficient. Encore une fois, c'est quelque chose qui est déjà un peu par essence le métier de l'UX Writing, mais là, c'est de façon très consciente et limite, en fait, ça peut être juste mis en KPIs. On peut dire, si par exemple, vous mettez des KPIs sur l'éco-conception, ok, est-ce qu'aujourd'hui, on crée des parcours qui suivent les E? Est-ce qu'on a du contenu qui est élémentaire, elementary, basic? Est-ce qu'on a du contenu qui est efficace? Est-ce que tout ce qu'on produit en termes de messages et d'écran, c'est efficace? Et educational, on a donné quelques exemples, c'est donc soit informer, par exemple, sous une action au clic, dire, en fait, si vous cliquez, si vous faites ça, ça va consommer tant d'énergie ou tant d'eau, ou ça va utiliser, l'empreinte carbone de cette action, c'est ça. Soit, par exemple, donc ça, c'est éduquer sur la partie, voici l'impact de la consommation d'une interface pour les utilisateurs et les utilisatrices, ou c'est juste donner des bonnes pratiques, et ça passe par les mots, ça passe par les messages, de dire, par exemple, si vous téléchargez ce PDF, ce sera plus écologique que si vous l'imprimez. Ça, c'est un exemple, en fait, on a plein d'exemples, mais le dark mode versus le light mode, ou toutes ces choses-là. Et après, juste pour compléter, quand je disais je serais moins diplomate, c'est juste se poser la question, en fait, est-ce que je ne peux pas juste réfléchir moi, que là je pars vraiment pour la pure rédaction, est-ce que je ne peux pas juste réfléchir à ce que ça va être mon contenu, à ce que je vais dire vraiment dans l'interface, plutôt que demander à l'IA, et après d'avoir un prompt qui est vraiment ce qu'on disait, une checklist de points de contrôle pour vérifier que le contenu, entre guillemets, c'est le bon contenu par rapport aux besoins utilisateurs que vous avez utilisés en amont en phase de recherche. Merci beaucoup, c'est beaucoup plus clair déjà, j'ai un petit peu plus de pistes. Mais en tout cas, voilà, la conférence était très intéressante, c'était juste que j'avais du mal à voir l'IA. Je trouvais que ça allait un peu en contraste, mais je comprends du coup la position sur, puisqu'on ne peut pas empêcher de l'utiliser, donner des guides pour la rendre moins nocive. Merci. C'est ça, c'est moins nuisible, le moins possible. Bonjour. C'est très intimidant d'avoir un micro. Bravo à vous et merci pour la présentation qui était très intéressante. Moi, j'ai une question sur tout ce qui est conception. J'ai une crainte au niveau du design en ce moment qui est sur l'industrialisation ou le fait que tout se ressemble de plus en plus et on veut mettre des règles sur énormément de choses, sur l'accessibilité, et c'est très très bien, et sur l'éco-conception, sur plein de choses, mais on a de plus en plus, enfin du moins j'ai l'impression, une sorte de pauvreté au niveau des interfaces qu'on côtoie au jour le jour, des sites, des applications. Quels seraient vos tips, vos solutions pour essayer de pallier un peu à ça? Est-ce que vous avez participé au Rex de Sylvia sur développer la pensée critique avec les systèmes? Sinon, c'est dispo sur YouTube, même avant, elle a fait d'autres conférences. Mais oui, effectivement, avec le fait de systématiser, de créer des règles tout le temps, on a l'impression, et en plus d'utiliser l'IA, qu'on se ressemble tous. Moi, c'est vrai que j'ai l'habitude de dire, si déjà... Donc, vous avez bien compris, je suis la moins diplomate des deux. Si déjà on pouvait faire des interfaces qui soient utiles et claires, qu'elles soient toutes utiles et claires, ce serait déjà un super grand pas. Non pas que je suppose que vos interfaces ne soient pas utiles et claires, mais c'est ce pourquoi généralement on est appelé. On est souvent appelé pour, est-ce qu'on peut mettre une petite touche de tone of voice, de style, justement pour se démarquer. Et au final, on se rend compte, en auditant, en étudiant le besoin, que ça manque déjà de clarté et d'utilité, d'utilisabilité aussi. Donc ça, c'est vraiment ce sur quoi on insiste. Et encore une fois, c'est pas parce qu'il y a des règles, et ça, on insiste aussi là-dessus, c'est toujours challenger les règles. C'est vrai que si on a un design system, on a tendance à trop vouloir se reposer dessus. Ah bah, c'est dans le design system, c'est comme ça. Mais il y a un cadre. Une fois qu'on a un cadre, c'est bien. Et ensuite, il faut pouvoir en sortir, aller au-delà du cadre. Et c'est là où on rencontre la créativité.
Ouais, le problème aujourd'hui, il est dans, on a des règles et on a envie de les suivre, on n'a pas envie de les utiliser pour penser. Donc c'est pour ça que on connaît la conférence de Sylvia et elle a parlé tout à l'heure. Et je vous invite pour le coup encore une fois, à rechercher sur YouTube parce qu'elle a déjà fait cette conférence avant, donc pour ne pas avoir à attendre septembre. Et elle explique justement comment développer la pensée critique dans un système de guidelines plutôt que de règles, parce que les règles c'est assez strict, mais pour pouvoir justement s'affranchir en ayant conscience, en maîtrise des règles. En fait, je peux m'affranchir et devenir créatif. Et encore une fois, la sobriété, c'est pas parce qu'on est sobre qu'on n'est pas créatif. Après, c'est à nous de réinventer ça et d'être intelligent justement et de se dire comment on fait très simple, très épuré, mais un truc super agréable en fait. On peut faire des phrases très courtes avec peu de mots qui sont très engageants. Et un dernier point, c'est savoir quelles seraient les émotions des utilisateurs à tel moment d'un parcours et de se dire, ok, face à ces émotions-là, quel ton en fait je peux mettre pour les comprendre et ajouter une touche d'humain en fait, une touche de conversation.